Shaggy! Oh my goodness me! Bonjour, nous sommes dans notre deuxième épisode du Randori avec Alexis. Aujourd'hui, on a un kimono blanc Alexis comme d'habitude et un kimono bleu Serge Abolo, immense champion camerounais, champion d'Afrique en 97, champion des Jeux africains, champion de la francophonie, un spécialiste du tout 4 et qui a fait 4 fois les championnats du monde à Chiba, à Paris, à Munich, à Rio. C'est un Olympien en 96 aux Jeux d'Atlanta. C'était le seul représentant camerounais du judo, dans le judo. Bonjour Serge, comment tu vas? Comment ça se passe aujourd'hui? Où est-ce que tu es? Bonjour Alexis, c'est un immense plaisir de te retrouver déjà après toutes ces longues années. Et je suis vraiment très content. Pour moi, c'est une surprise. C'est une surprise que tu m'as faite. Et il s'est avéré que tu n'es même pas très loin de moi. Donc, c'est vraiment une très agréable surprise. Moi, je vais bien, je garde la forme. Et actuellement, comme tu le sais, comme tu l'as découvert, je suis à Longueuil, dans la province de Québec. Et je pense que ça va très très bien pour le moment. On aura le temps d'aborder plus encore en long et en large pendant notre entretien. Donc, en gros, je dirais que ça va très très bien. Très content de t'entendre. Et c'est un plaisir qui est vraiment partagé. Je pense que tu ne vas pas faillir à ta réputation d'un garçon très sincère sur le tatami, avec le dos toujours droit, parce que je vais te faire une confidence. Il y a un grand frère qui m'a beaucoup parlé de toi qui s'appelle Ousmane Soutia. Il me disait, Abolo, c'est le seul judoka que j'ai vu de toute sa carrière qui, même quand il faisait le kumikata, même quand il faisait les randori, tu n'arrivais pas à plier son dos. Il me disait, je ne sais pas si c'est parce que tu as comme du fer dans le dos ou c'est simplement une inclinaison naturelle, mais c'est le mec que tu n'arrives pas à courber. Donc, très content de te voir aujourd'hui. Dis-moi, tu es à Longueuil, est-ce que tu continues à pratiquer du judo? Est-ce que tu t'intéresses à la communauté judo? Comment ça se passe actuellement côté judo? Très honnêtement, je te dirais que ça fait depuis le début de la COVID que je ne suis plus trop dans le milieu du judo pour une raison qui est simple. Toutes les salles avaient fermé, toutes les salles de judo avaient fermé et là on a perdu un peu le fil. Déjà que l'organisation du judo au Canada, c'est pas tellement évident de retrouver le monde. Donc pour le moment, c'est un peu ça. Mais je pense qu'avec les contacts de quelques anciens judokas que je commence à retrouver, je pense que ça ne serait pas long de retrouver le chemin des tatamis. Et maintenant, le deuxième problème qui s'est posé, c'est un problème d'horaire avec mon emploi. Vous savez, ici comme au Cameroun, les séances d'entraînement se passent toujours dans la soirée. Dans la soirée, je ne sais pas pourquoi, partout où on va, c'est toujours comme ça. Donc, ce qui fait que ça m'a coincé un peu au niveau de mon emploi, parce que généralement, je travaille très souvent le soir. Et c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai vraiment des difficultés à pouvoir m'entraîner. Donc, en gros, c'est ça. Oui, tu as raison, parce que le judo, bon, c'est parce que je pense que ça, c'est mon feeling. Comme c'est un sport qui se fait indoor, naturellement, les gens ont tendance à le positionner quand les gens sont libres, donc généralement en soirée. Je pense que c'est pour ça que un peu partout dans le monde, les gens pratiquent le judo dans la soirée. Et ici au Canada, comme les gens sont assez occupés en journée, ils préfèrent le pratiquer souvent très tard. Je me rappelle, quand je venais d'arriver ici à Québec, je m'entraînais dans un club qui s'appelait JCVD, Judo Club Vieille Capitale. Et on s'entraînait à 19h, il y avait des séances qu'on avait parfois à 20h. Et bon, c'était pas amusant parce que je suis habitué souvent à m'entraîner à 18h. Donc, En fait, mais c'est que... En fait, c'est une tendance générale là. Je me suis entraîné en Espagne, je me suis entraîné en France.
Au Canada, au Cameroun, c'est quasiment les mêmes horaires. C'est comme si on s'est donné le mot. Ouais. Mais dans tous les cas, si tu as du temps, n'hésite pas, viens, j'ai ouvert un dojo à Québec, tu viens, tu t'amuses avec nous. C'est encore un petit dojo, on va fêter notre premier anniversaire dans quelques semaines, au mois d'avril. Et on a à peu près une quarantaine de licenciés, bon, pas de licenciés, de membres. Ouais. Donc, si tu as du temps, c'est vrai que tu as 2 heures et demie de chez moi. Tu passes et puis tu t'entraînes. Ça me ferait plaisir cette fois de faire un randonnée physique avec toi. Un peu différent du randonnée qu'on est en train de faire. J'espère que tu prévois comme des séances le samedi aussi. Ouais, samedi, c'est Oui, le absolument. jour le plus. Voilà. Oui, absolument. Un samedi, là, je sauterai dans le tour et puis je vais arriver. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir. Mais il y a une question que je voulais te poser. Je n'ai pas pu te la poser. Quand on s'était rencontrés en 2007, il faut que les auditeurs sachent que toi et moi, on s'est vu pour la première fois en 2007. Mais je te connaissais avant de te voir parce que tu étais une légende dans le judo camerounais. Et je t'ai vu en 2007, on s'est retrouvés en Algérie pendant les Jeux africains qui se déroulaient à Alger. Et Oui. tu compétissais en moins de 90. C'était, je pense, l'année de ton retour parce que tu avais fait une coupure. Et j'ai pas pu te poser la question ce jour-là parce que, bon, j'avais mes problèmes de poids. J'essayais d'être concentré sur mon tournoi. Mais j'étais aussi un peu intimidé parce que, bon, j'étais le jeune de l'équipe et puis tu étais la légende. C'est compliqué. Je voyais les autres comme les frères Moussima, les Ousmane Soutia qui, bon, ils te connaissaient un peu, ils t'avaient côtoyé. Et donc, j'étais quand même un peu intimidé. Mais dis-moi, tu as fait les Jeux olympiques d'Atlanta en 96. Oui. C'est quoi l'expérience olympienne quand tu es un judoka? Ça ressemble à quoi? En quoi c'est différent d'un championnat du monde auquel tu as aussi participé ou d'un championnat d'Afrique auquel toi et moi on a déjà participé? C'est quoi la différence? Comment est-ce que ça se vit de l'intérieur? Bon, pour moi, les Jeux olympiques, c'est quelque chose de très, très, très spécial. Je pense que c'est le summum pour tout athlète, ça arrive de pouvoir participer aux Jeux olympiques. D'abord, la grande différence avec le championnat du monde, c'est que les Jeux olympiques se tiennent tous les 4 ans. Donc, c'est l'objectif majeur de tout judoka. C'est plus prestigieux que le championnat du monde. On le prépare pendant très longtemps. Et c'est très select parce qu'on ne se lève pas pour aller aux Jeux olympiques. Contrairement au championnat du monde, si c'est toujours les mêmes règles, au championnat du monde, chaque pays peut amener. Je pense qu'il y en a même 2 les pays peuvent amener actuellement. Mais les Jeux olympiques, vraiment, il faut se qualifier. Il faut se qualifier, donc c'est très select. Et c'est la crème de la crème des judokas. Et comme je disais, c'est l'objectif majeur de tout le monde. Donc, les gens se préparent pendant 4 ans avec cet objectif-là. Ce qui fait que c'est vraiment la compétition à ne pas rater parce que vous pouvez juste n'avoir qu'une seule chance dans votre carrière de participer à ces jeux-là. Donc, pour moi, c'est toute la différence avec les championnats du monde. Donc, en gros, les Jeux olympiques, c'est la compétition qu'il ne faut pas rater dans sa carrière sportive. Il faut le faire. Il faut essayer de le faire. Je fais partie de ceux qui ont essayé de la faire. J'ai échoué à 2 reprises. J'en garde une trace. Ça va transformer. Et même si je ne suis pas parvenu, aujourd'hui, je suis serein parce que j'ai vraiment essayé. Mais dis-moi, ton parcours olympique à Atlanta, comment ça s'est passé? Qui est-ce que tu rencontres au premier combat? Et comment se passe ta journée? Parce qu'à l'époque, on faisait la pesée le jour J. De la pesée jusqu'au tournoi, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu? Non, la pesée se faisait le matin comme toujours, le matin de la compétition. Donc, moi, je commence avec, à mon tirage, je suis exempt au premier tour parce que je peux le dire avec certitude, j'avais le sous-tableau le plus difficile qui existait, avec notamment le Coréen Jeong Kim qui finit premier, qui était invaincu pendant 4 ans. Et dans le même sous-tableau, nous avons... Zinga. Oui, Mark Zinga,
qui a gagné les 2 Jeux olympiques qui suivaient et qui était un des favoris aussi. Donc, moi, je suis exemple premier tour. Au deuxième tour, je gagne contre le Mauricien parce que lui, il abandonne. Et au troisième, je croise Jeon, le champion du monde qui est fini champion olympique aussi. Et Jeon croisait Mark Izinga au deuxième tour. Donc, finalement, au repêchage, je tombe sur Mark Izinga. Donc, j'ai perdu contre ces deux grands champions. Et Jeon finit premier et Izinga finit troisième de la compétition. Donc, ce qui fait que moi, mon classement, j'ai fini 13e aux Jeux olympiques. Ce qui était le meilleur classement de toute la délégation à ces Jeux. Donc, en gros, c'était ça. Pour moi, c'était, je peux dire, c'était une chance et une malchance. Une malchance de tomber sur les plus difficiles, mais une chance aussi de croiser les plus grands champions de ma catégorie de l'époque. Donc, pour moi, c'était une très belle expérience. Comment tu as abordé le combat de façon psychologique quand tu as su que tu avais gagné le Mauricien sur Fusengachi parce qu'il y avait abandon? Ah bah ouais. Et tu savais que le prochain combat, c'est le champion du monde en titre et c'est l'ultra favori pour être champion olympique. Comment est-ce que tu t'es préparé psychologiquement? Parce que ce n'est pas des situations qu'on rencontre tout le temps. Oui, je me suis préparé comme habituellement à tous mes combats. Parce que moi, j'avais une particularité, c'est de ne jamais avoir peur de quelqu'un. Donc, une fois que j'ai vu sur le tableau que j'avais le champion du monde, le meilleur, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, c'est moi le héros. Je suis avec le champion du monde, tous les yeux sont braqués sur nous. Donc, c'est nous qui allons faire le spectacle. Donc, ça me motivait d'être l'acteur principal de ce scénario-là. Donc, pour moi, c'était un facteur de motivation qui faisait que j'étais très content d'être sur le tatami avec lui. Plus content que si j'étais avec quelqu'un, n'importe qui d'autre. Je me suis dit, tous les yeux sont braqués sur moi. Et ça, c'est une position que j'adore. Donc, j'étais très motivé. J'avais pas peur, même si j'avais un peu moins techniquement, j'étais un peu plus limité. Et je vais vous dire, je vais ajouter une chose, c'est que avant cette compétition, j'étais blessé. J'avais une rupture de ménisque. Et juste après la compétition, il a fallu qu'on m'opère pour ça. Mais pour moi, il n'était pas question que je manque les Jeux olympiques. Donc, malgré ma blessure, malgré ma douleur que j'ai traînée depuis quelque temps, il n'était pas question que je manque les Jeux olympiques. Donc, physiquement, j'étais diminué. Mais il ne fallait pas manquer cet événement-là. Et psychologiquement, j'étais très, 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 très préparé. De me dire, c'est moi le héros face à Dion. Tous les yeux sont braqués sur nous. Alors, on va faire le spectacle. Donc, c'était un peu la posture mentale que j'avais. Et tu as réussi après les Jeux olympiques, tu t'es fait opérer, tu as guéri, et puis tu es sorti champion d'Afrique l'année qui suivait. Comment est-ce que tu as géré ton rétablissement, cette phase? Parce que tu as quand même une grosse blessure, et puis tu es passé sur la table, donc c'était un risque même d'arrêter ta carrière. Comment tu as remonté la pente pour être champion d'Afrique l'année qui suivait? D'abord, la première chose que je dirais, c'est que j'ai eu beaucoup de chance de me faire opérer par les meilleurs spécialistes du monde qui avaient été mobilisés pour les Jeux olympiques. Donc, aux États-Unis, je me suis fait opérer au genou. Je dis ça pourquoi? Parce que je connais quelqu'un qui avait ce même problème et qui était à sa 4e opération. Qui était à sa 4e opération au Cameroun. Bon, sans vouloir... je ne dirais pas que les médecins étaient moins bons au Cameroun qu'autre chose, mais bon, c'est juste que je parle d'une réalité de ce qui s'est passé. La personne était à sa 4e opération au genou. Et moi, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance d'être opéré par les meilleurs spécialistes du monde. Et ce qui fait que lorsque je suis revenu, c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais peur, j'ai dit qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même le genou, une partie qui supporte tout le poids du corps.
Donc, j'ai pris le temps qu'il fallait. Le médecin m'a dit après 2 mois, je pourrais reprendre, mais moi, dans ma tête, j'avais tellement peur que j'ai attendu à peu près 4 mois pour reprendre tranquillement les entraînements. Et je pense que je n'ai pas mis beaucoup de temps pour retrouver toutes mes sensations. Et la suite a été un des meilleurs moments de ma carrière. C'était l'année où j'ai vraiment réalisé des choses que je dirais inattendues. C'est ça. Avec la francophonie qui se déroulait, je pense, à Madagascar, et puis les championnats d'Afrique, c'était vraiment une année faste. Et mais dis-moi, à cette époque-là, en moins de 86, c'était qui ton challenger? Est-ce que tu arrivais à trouver quelqu'un au Cameroun qui te poussait, qui te donnait la misère? Comment ça se passait au Cameroun et en Afrique? Qui étaient tes alter ego, ces judokas qui t'obligeaient à travailler un peu plus fort chaque jour? Bon, avant de revenir à ce qui était mes challengers, je dirais, je vais d'abord commencer par dire que les catégories viennent de changer, les catégories de poids. Donc, moi, 86 kilos, la catégorie disparaissait. On partait de 81, 80. Non, oui, effectivement, il y avait 86 kilos. Mais j'ai eu un problème, c'est que quand je suis revenu, l'entraîneur national voulait me mettre de côté. Il trouvait que non, c'est pas normal, je reviens des blessures. Ce qui est sûr, je ne peux pas retrouver mon état de forme. Donc, il avait constitué son équipe. Et moi, il m'a posé comme condition. Il m'a dit, écoute, si tu veux intégrer mon équipe, je te donne le choix. Tu montes de catégorie. Tu fais les 95 kilos. Parce que pour moi, là, dans cette tête, c'est dire que bon, c'est une catégorie qu'on allait juste combler. Mais il n'y avait pas grand espoir dans cette catégorie-là. Donc, il m'a dit, si tu veux être dans mon équipe, je te mets dans les 95 kilos. Sinon, tu ne feras pas partie de mon équipe. Mon poids de corps, c'était 84 kilos. Mais moi, personnellement, je suis quelqu'un qui j'ai toujours aimé les défis. J'ai dit, OK, si c'est ça la condition, je vais relever ces défis-là. Et le premier défi, c'était le tournoi de la ville de Yaoundé, qui servait de baromètre, de test pour voir mon état de forme. Je pense que je suis revenu, j'ai repris vraiment le rythme 3 semaines avant le tournoi de Yaoundé. Et c'est un tournoi qui est resté dans les mémoires au palais de congrès, où j'ai reçu une pénalité 6 secondes avant la fin du combat, ce qui signifiait que j'allais perdre le combat. Mais à la dernière seconde, j'ai réussi à planter le Mauricien, Antonio Félicité, j'ai réussi à le planter en marquant Nippon à la dernière seconde. Je pense que ça avait beaucoup marqué les esprits. Nos auditeurs, parce que le système a changé, pour que nos auditeurs sachent un peu de quoi tu parles. À l'époque, les pénalités avaient des équivalences en termes de points. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais avant, c'était le cas. Donc, le premier Shido était équivalent à un Koka, le deuxième Shido était équivalent à un Yuko, le troisième Shido était équivalent à un Wazari. Donc, il était possible, par exemple, de gagner un combat en ayant donné 2 pénalités à l'autre qui faisait l'équivalent d'un Yuko et en ayant encaissé peut-être un Koka. Donc, ça, c'est vraiment pour que nos auditeurs comprennent un peu le système d'avant. Oui, exactement. La précision vaut la peine parce que c'était les règles de l'époque. Donc, j'étais quasiment perdant et puis j'ai pu remonter à 6 secondes de la fin, à la dernière seconde, en fait. Donc, pour revenir, toujours cette année-là qui était mon année faste, c'est-à-dire j'ai reçu ce premier test et les tests qui suivaient, c'était les championnats d'Afrique que j'ai gagné et puis les Jeux de la francophonie que j'ai gagné. Donc, mais pour revenir sur les adversaires qui m'ont un peu poussé dans le dos parce que la rivalité était très intense. Je ne sais pas si tu devais être très jeune, mais tu as entendu parler de la rivalité qu'il y avait entre Simon Gabriel et moi. Ça fait partie des éléments de légende, oui. Ouais, ça fait partie des choses qui m'ont le plus poussé, qui m'ont donné un esprit de conquérant, de guerrier.
Parce que moi, j'étais tout jeune, et puis j'arrivais à l'équipe. J'ai commencé catégorie 78 kilos. Un an, bon, j'ai grandissé, et puis mon poids, j'arrivais pas à retenir mon poids. Donc, j'ai fait un an à l'équipe nationale, et puis je suis monté, je suis allé retrouver Simon, capitaine de l'équipe nationale, dans sa catégorie. Donc, c'était une lutte à mort parce qu'il fallait éjecter un de l'équipe nationale. Et moi, il n'était pas question qu'à peine arrivé, je ressorte de l'équipe. Donc, la rivalité a battu le plein pendant toute l'année. Mais heureusement, j'ai toujours eu à damer le pion. À lui de damer le pion. Donc c'est ça. Mais quel est le truc que tu faisais, que tu savais que Simon n'aimait pas? Et quel est ton plan de match à chaque fois que tu affrontais Simon? C'est que des fois, on a nos adversaires, nos concurrents, c'est souvent les choses qu'ils n'aiment pas et grâce auxquelles on a tendance à gagner. Est-ce que tu avais un tel plan de match pour Simon? je dirais d'abord que c'était la bataille psychologique. C'est là où j'ai gagné tous mes combats contre lui. C'était la bataille psychologique parce que Simon était beaucoup plus imposant physiquement que moi. Il était beaucoup plus fort que moi. Simon était très agressif, tout le monde le savait. Mais moi, j'étais d'un calme qui désarçonnait. Mon calme désarmait tout le monde. Parce que habituellement, je regardais dans les yeux, je souriais. Et puis, même en plein combat, là, je me tournais vers le public, je souriais. Comme peut dire, tout ce qu'il fait, c'est rien. Et puis, il n'en revenait pas, il ne comprenait pas. Et puis, ça finissait par créer la panique chez lui. Et puis, moi, j'étais en plein contrôle aussi. En plein contrôle, c'est-à-dire, j'anticipais sur tout ce qu'il allait faire. Tout ce qu'il allait faire. Et finalement, ça s'est révélé que, bon, j'ai réussi à passer, à gagner les combats. Donc, je pense que c'était plus psychologique. C'est là où il a beaucoup pêché. Parce que physiquement, il était beaucoup plus fort que moi, mais bon. Mais j'ai réussi à créer le doute dans sa tête. Est-ce que ce n'est pas aussi une avance technique que tu avais? Parce que c'est l'une des choses pour lesquelles tu t'es réputé. Tu avais un Ashiwaza très développé et j'en ai entendu beaucoup parler. Est-ce que finalement, tu n'avais pas aussi une arme technique qui te permettait d'avoir un peu d'avance sur tes concurrents? Ouais, techniquement, j'étais beaucoup dans la stratégie. C'est-à-dire, j'endormais toujours mes adversaires, c'est-à-dire, je te laisse, tu as l'impression que je ne suis pas là. Et comme moi, j'étais très explosif, c'est-à-dire, à un moment là, je suis complètement relâché, je contrôle le combat, mais quand je rentre, tu ne sais pas quand je suis rentré là. J'étais très explosif aussi, donc ce qui fait que ça surprenait beaucoup de monde. Et puis les gens disaient, ah ouais, il faut faire attention, il a une apparence nonchalante, mais si tu te laisses endormir, tu vas te faire prendre. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde au Cameroun. Et puis, je pense que c'était très stratégique. Moi, j'avais une avance sur beaucoup de monde, c'est que moi, je jouais beaucoup sur le côté, sur le facteur psychologique. Bon, le monde pensait à beaucoup de force, à tout ça, mais moi, je jouais beaucoup sur l'avantage psychologique. J'ai essayé de déstabiliser le monde par mon attitude, par mon regard, par la confiance que j'affichais, peu importe le danger que ça pouvait représenter. Bon. En gros, c'est comme ça que moi je fonctionnais. J'ai toujours eu confiance en moi. Et comme je disais, même contre Dion tantôt, parce que moi, j'ai jamais eu peur. Je me dis, quand je suis sur le tatami, c'est moi le héros, c'est moi que tout le monde regarde. Donc ça me motivait et ça me donnait beaucoup d'énergie. Incroyable ça, c'est incroyable. Et du coup, après les Jeux, tu fais la 90, une année face, tu fais la Franco, tu fais les championnats d'Afrique, tu vas au championnat du monde à Paris. C'était vraiment une année pleine. Mais après Paris, tu fais 4 ans avant de réapparaître à Munich. Qu'est-ce qui s'est passé? Après Paris, après 97, on rentre dans l'année 98. Et là, il s'est passé quelque chose d'un peu malheureux pour moi. Bon, on connaît tous la bureaucratie qu'il y avait parfois au Cameroun pour débloquer les sous pour le champion d'Afrique. Moi, j'avais un titre de champion d'Afrique à défendre. J'avais un titre de champion d'Afrique à défendre et on est tombé encore dans les dédales de l'administration où c'était difficile de débloquer les fonds. Ce qui fait que lorsqu'on a pu voyager, moi j'étais la catégorie qui commençait parmi les plus lourds, donc je devais commencer le premier jour.
Mais moi, ma catégorie passait, alors que on était encore à Abidjan, on n'était même pas encore arrivé. Ce qui fait que moi, j'ai manqué ma compétition dans ma catégorie. Et quand j'avais un bon tirage, j'étais le favori. J'étais sûr de doubler la mise et de conserver mon titre de champion d'Afrique. Mais je suis arrivé après la compétition. C'est incroyable. Je veux dire que ça s'est déchiré les cheveux. Comment c'est possible? Mais c'est des choses qui m'ont beaucoup déstabilisé et qui ont commencé à remettre en question ma participation aux compétitions. Parce que on est arrivé, j'ai juste pu faire la compétition Open toute catégorie, où j'ai fini troisième. Avec le voyage, on arrive et puis les autres sont déjà en pleine compétition et puis vous arrivez. Bon, j'ai quand même terminé troisième et puis je pense qu'on a fini troisième par équipe aussi. Donc c'était vraiment des choses qui ont commencé à me décourager un peu au niveau de la compétition. Et cette année 98, là, après, j'ai rentré à l'INJS et puis j'ai dit, bon, je vais commencer à me concentrer sur ma future carrière professionnelle et commencer à délaisser un peu le côté judo, le côté entraînement. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, si je finis l'INJS, je vais sûrement me consacrer à l'entraînement. Donc, en gros, c'était un peu ce qui m'a déstabilisé. Et après, je pense que ça a commencé on est tombé sur la pente descendante. Au niveau des résultats, on n'est jamais sûr de participer à des compétitions. Quand on participe, c'est pas ça, pas de préparation. Bon, dans ma tête, là, moi, j'ai commencé à dire, bon, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, il serait peut-être temps de commencer à penser à laisser la place aux autres. Donc, c'est que vous étiez dans une phase ascendante, une phase dorée. Ouais. Mais la chose qui a dégonflé le ballon, qui a arrêté c'est l'administration. C'est-à-dire clairement la fédération ou les instances sportives, donc fédération, comité olympique plus ministère, n'ont pas pu entretenir la dynamique et finalement, elle s'est éteinte, elle s'est arrêtée. C'est quasiment du sabotage parce que quand vous êtes dans une telle phase où il y a des résultats, des garçons se comportent bien, on fait tout pour entretenir la magie, on fait tout pour entretenir le rêve, mais on ne laisse pas ça mourir comme ça. Comment vous l'avez vécu, vous, au sein de l'équipe nationale, vous les garçons, les filles, comment vous avez vécu ça? Mais malheureusement, il y a une réalité, c'est qu'on est dans les sports mineurs. Même si les discours disent autre chose, on est dans les sports mineurs. On n'a pas le poids d'un sport comme le football. Le football a un poids politique énorme. Personne ne s'amuserait à faire rater une compétition à l'équipe nationale de football. Mais nous, on est dans les sports mineurs. Le judo, qu'on participe pas, ça ne change pas le monde. Il n'y a pas grand monde qui s'en offusquerait. Donc, c'était un peu ça la réalité. C'était un peu ça la réalité qu'on vivait. Donc, on s'est dit, bon, déjà que je peux bondir sur un autre sujet qui est le sujet des primes. Le sujet des primes, c'était rare d'avoir des primes à notre époque. C'était rare d'avoir des primes. Hein? Je peux te confier un secret, je ne sais pas si c'est un secret, mais si je te dis que de toute ma carrière, j'ai quasiment fait une dizaine d'années à l'équipe nationale, je n'ai pas gagné 1 million de francs CFA au total. Au total, je dis bien. Il y a un problème là. 10 ans. Hein? C'est incroyable. Et j'ai tous les chiffres dans ma tête de ma première apparition en 91, j'étais quasiment en fin d'adolescence. Ma première apparition à l'équipe nationale, où j'ai eu 75 000, c'était les Jeux africains en Égypte. 54 000 participations, 21 000 stages. J'ai toute la comptabilité. Je t'ai dit que je n'ai pas gagné 1 million de francs CFA toute ma carrière de sportif. On ne peut pas croire ça. Je te dis, je peux te détailler tout ça là, mais voilà. Comme pour dire, nous étions dans les sports mineurs, donc il n'y a pas grand monde qui s'en offusquait. Nos primes pouvaient disparaître. Personne ne poserait de questions, personne ne se préoccuperait. Donc, c'était un peu ça la réalité qu'on vivait. Donc, à un moment, je me suis dit, il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas tout miser sur le sport. Sinon, on va se retrouver comme
certaines légendes du sport camerounais qui ont fini quasiment comme des clochards. Oui. Comme des clochards, j'ai dit non. Moi, je rentre à l'INGS 98. Il faut que je commence à préparer ma future carrière et puis professionnelle et ne plus trop mettre l'accent sur le judo au départ. Il ne faut pas faire l'erreur que nos aînés, les légendes d'avant ont commise et qui se sont retrouvés dans la galère, quoi. En gros, c'était ça, là. La motivation n'y était plus beaucoup. Ok. Et puis, tu fais les championnats de Munich, des championnats du monde en Allemagne, à Munich. Et après Munich, tu disparais. Non, mais ça aussi, c'est une erreur que je vois. Même quand je regarde sur Internet, je vois que j'ai participé. Je n'ai jamais participé au championnat du monde à Munich. Ok. Et ça aussi, ça rejoint les problèmes que je te disais tantôt, que j'avais eu avec certaines personnes à l'encadrement qui ont fait qui m'ont décidé à quitter le pays définitivement. J'étais engagé pour aller à Munich au championnat du monde, mais sauf que mon billet d'avion et tout, je ne les ai pas eu. Je ne les ai pas eu alors que j'étais attendu à Munich. C'est ça qui m'a décidé d'aller continuer ma vie au Canada, de ne plus approcher ce milieu-là. C'était vraiment la séparation, quoi. C'était la goutte d'eau qui a débordé. Qui a fait déborder le vase, ouais. Parce que, ouais. Et c'est une personne qui a décidé. Une seule personne, c'est une seule personne qui a décidé que je ne vais pas. Il a confisqué mon billet d'avion et tout. J'ai dit, OK, donc, c'est ici que nos chemins vont se séparer. Si on était au moins dans un état où on demandait des comptes aux gens, on allait demander à cette personne-là, mais une équipe nationale, ce n'est pas une propriété privée. Pourquoi est-ce que tu peux priver un athlète de représenter le Cameroun? Pas ta simple volonté. Mais bon, comme ce genre de questions ne se posaient pas, j'ai dit, bon, je crois que j'en ai assez fait et puis je me retire. Est-ce que tu veux nous parler de la personne? Parce que ça peut nous intéresser. Je veux dire, on est en train de faire un peu d'archéologie. Ça peut être intéressant pour nos auditeurs de savoir qui c'était. Et si la personne est déjà décédée, c'est pas grave. Non, je préfère ne pas parler de la personne parce que, comme tu viens de le souligner, la personne n'est plus de ce monde. Mais bon, on va laisser le mort reposer en paix. Ok, tu as donné suffisamment d'indices pour qu'on se fasse une idée. Ah bon. Et alors c'est triste parce que finalement tu es quitté du héros camerounais qui devait nous permettre de changer de dimension clairement. Et notre propre administration t'a cannibalisé, on t'a détruit de l'intérieur parce que les gens peuvent en regardant ton palmarès se dire c'est un jeune qui a commencé, qui a brillé et qui peut-être on a très vite trouvé son secret, on a très vite trouvé comment le battre. Mais non, il n'en est rien. Tu as brillé et ton administration t'a cassé et tu es parti. Ouais, je dois préciser que j'étais quelqu'un de très, très difficile à battre. Sans blague, là, j'étais quelqu'un de très difficile à battre. Parce que la première fois que j'ai fait champion Cameroun, là, je pense qu'en 10 ans, j'ai été battu une seule fois au Cameroun. C'est quand je viens d'arriver dans les 86 kilos par mon rival Simo, qui m'a battu à la première compétition. C'est la seule fois où j'ai été battu au Cameroun. Donc, je pense qu'en Afrique aussi, c'était très, très rare. Je pense qu'il y a 2 personnes qui m'ont battu. Généralement, me battaient dans toutes catégories. Puis, c'est ça, j'étais quelqu'un de difficile à battre. Ça paraît pas parce que je suis un gars gentil, mais bon, j'étais difficile à battre quand même. Bon, si tu étais facile à battre, crois-moi, tu n'aurais pas été la légende dont on m'a parlé avec autant d'insistance et je n'aurais pas été intimidé quand on s'est rencontrés à Alger. Et puis quand tu reviens à Alger, c'est quoi ton état d'esprit? Est-ce que tu veux te relancer? Est-ce que tu te dis que tu as un sort de goût d'inachevé? Tu te dis, il faut que je finisse l'histoire. Pourquoi tu viens à Alger? Ouais, en fait, j'avais été sollicité pour... Je ne sais pas trop comment on va retrouver. J'avais été sollicité pour aller à Alger. Donc, bon.
Mais j'ai reçu mon billet d'avion et tout. Bon, je me suis dit, bon, je vais y aller. Mais je pense que c'était une erreur. C'était une erreur parce que dans ma tête, là, je n'étais pas préparé. La motivation n'était plus là. Je pense que c'était une erreur. Et John, qui était l'entraîneur, je pense que lui aussi, il avait compris. Et la preuve, c'est qu'il ne m'a pas aligné dans ma catégorie. Bon, il m'a juste envoyé dans les toutes catégories. Bon, je pense qu'il avait raison sur ce point-là, de ne pas m'aligner dans ma catégorie. Donc, c'est ça s'est pas bien passé dans les toutes catégories. Bon, c'était pas grave parce que c'était pas ma catégorie, mais sinon, c'était comme une erreur que je participe à ce championnat que je dirais le championnat de trop. Parce que vous savez, les compétitions, ça commence souvent difficilement et puis parfois ça finit difficilement aussi. Là. Oui, c'est vrai. Entre-temps, tu atteins un pic et puis tu redescends. Quoi. Donc, en gros, c'est ça. Oui, je pense que le moment où les planètes étaient alignées, ton administration t'a brisé et puis après, tu es passé vraiment à autre chose. Ouais, et il y a quelque chose qui s'était brisé. Ah ouais, il y avait vraiment plus de motivation là. Il y avait plus de motivation. En même temps, tu dis, oh, faut pas que je me blesse. Faut pas que je me blesse parce que je dois prioriser ma carrière professionnelle ou tout. Donc, c'est ça. Mais est-ce que tu n'as jamais eu de regret pour avoir quitté le Cameroun parce que tu reviens aux Jeux africains en 2007, donc 6 ans après, bon, pas 6 ans, à peu près 7 ans après ton départ, est-ce que tu t'es jamais dit, peut-être j'aurais dû rester ou peut-être j'aurais dû supporter un peu et les choses allaient se tasser, peut-être que la personne qui me posait les problèmes devait revenir à de meilleurs sentiments. Est-ce que tu n'as jamais eu ce genre de pensée? Non. Moi, personnellement, je ne mets pas trop l'accent sur les personnes. Parce que je me dis, nul n'est indispensable, quoi. Je suis venu, j'ai fait ce que je pouvais, quand je pouvais. Et puis, je me suis dit, bon, écoute, là, je ne vais pas être éternel, je ne vais pas être toujours au top. Il y a sûrement des jeunes qui vont monter. Et il y a des jeunes qui commencent à monter. Ouais, c'était pas encore ça, là, mais qui exprimaient tout leur potentiel. Moi, était un jeune avec qui j'étais dans le club. Il était jeune, donc c'est des jeunes qu'on voyait venir. On se disait que dans tous les cas, on ne va pas tenir là-bas éternellement depuis très longtemps. Oui. Il envoie des signaux déjà très forts. Ça pousse en bas, ça pousse en dessous, et puis à un moment là, ça va, ça va se dégager au-dessus. Donc, en gros, c'était ça. Alors, je me suis dit, écoute, là, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je laisse la place aux autres. Je n'ai pas de regrets. J'étais content de servir parce que j'ai dit toujours que ouais, j'ai servi le pays avec honneur et fidélité. Ça m'a rien rapporté financièrement, mais j'étais content d'être là. Parce que quand on n'est pas content d'être là, on n'attend pas 10 ans sans rien recevoir. On ne reste pas pendant 10 ans. Si je suis resté pendant 10 ans sans rien recevoir, c'est parce que j'aimais ce que je faisais. Et j'étais content de défendre les couleurs du Cameroun et surtout de faire la promotion du judo. Parce qu'il faut le souligner, il fallait se donner un nom. Il fallait donner un nom à notre sport au Cameroun. C'était très, très difficile. Il y avait des sports qui ne voyageaient pas parce qu'ils n'avaient pas de visibilité, ils n'avaient pas de résultats à l'international. Et nous, il fallait qu'on maintienne la barre haute pour que notre sport soit toujours, je dirais, à portée des médias et autres. Ce qui n'a pas été le cas de tous les autres sports. Il y a des sports comme la natation. Quand on dit la natation, on sait bien qu'ils n'ont aucune référence à l'international en matière de résultats. Donc, le ministère ne va jamais financer. Ouais, le ministère ne va jamais financer un voyage pour eux. Donc, on s'est dit, non, il faut qu'on donne des médailles quand on a l'occasion pour que notre sport continue à être visible et qu'il devienne incontournable. Et c'est aussi ici, pour moi, l'occasion de faire un clin d'œil à tous ceux qui ont contribué à bâtir ce judo-là, que ce soit des responsables administratifs, que ce soit les autres athlètes, que ce soit les entraîneurs, tous qui sont mobilisés pour donner une certaine image à notre sport. Parce que ça a été un long processus. Et
en faisant un petit saut en arrière dans l'histoire, les dernières médailles camerounaises après les dernières médailles de 85 au championnat d'Afrique à Dakar, on a eu une longue traversée du désert pour revoir une médaille camerounaise à l'international. C'était en 1994, donc 9 ans après, au jeu de la francophonie de Paris, avec ma médaille de bronze et celle de Anna Goumé. Et c'était un peu comme la renaissance du judo. On a vraiment passé beaucoup d'étapes. Et c'est l'occasion de remercier tous ceux qui sont mobilisés à cette époque-là pour que le judo renaisse. Maître Atem Ken Clément, par exemple, qui, au niveau du judo féminin, qui est vraiment le pionnier, qui a donné des couleurs à cette discipline au féminin. Maître Toga, Maître Ewane, les gens qui croyaient dur comme fer, qu'on pouvait y arriver. Maître Tsungi, la fédération, Maître Abolo au ministère, qui était d'un appui considérable, quoi, au niveau des influences et des choix des sports pour voyager. Le judo avait cet avantage-là. Donc, je pense que faut pas oublier ces gens-là. Il faut que les jeunes connaissent l'histoire. De notre sport. Les jeunes champions d'aujourd'hui sont contents de participer à des compétitions, mais qu'ils sachent qu'il y a eu des gens derrière qui ont lutté fort pour ça. Parce que le judo aurait pu disparaître de la circulation comme certaines disciplines sportives. Mais il y a des gens qui sont mobilisés, qui ont travaillé très fort pour ça. Il faut que les jeunes connaissent l'histoire. Et je pense que ce soit la Fédé, que ce soit tous les acteurs du judo camerounais, beaucoup de gens devraient se rapprocher de Maître Ewane. Parce que c'est la dernière bibliothèque qui nous reste au judo. Il ne faudrait pas le mettre en marge, parce que ce monsieur a des références énormes. Il a des documents, il a des photos. C'est le dernier qui a vraiment l'histoire du judo dans ses mains. Donc, c'est un peu ça. On a fêté son jubilé récemment. Tu sais que la fédération a construit un dojo en 2022. Et Maître Ewane a justement fêté son jubilé là-bas récemment. Et il a obtenu un grade honorifique de, je pense, 8e dan cette année, il y a peut-être 2 semaines. Donc, je pense que la fédération a saisi le plein rôle, l'importance de Maître Ewane pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été. Et elle essaie quand même de faire les choses correctement. Mais ça me permet justement de... Ce que tu dis est vrai, parce que pour beaucoup de judokas, on ne se rend pas compte que les compétitions, les tournois, en fait, la dynamique sportive, dans notre configuration, parce qu'au Cameroun, on a une configuration où c'est l'État qui est le plus grand pourvoyeur de fonds pour le sport. On essaie de changer ça, mais c'est un long combat et on ne l'a pas encore gagné. Donc, pour l'instant, c'est l'État qui est le plus gros pourvoyeur de fonds. C'est l'État qui finance le sport. Et c'est extrêmement vrai pour le judo. Et dans cette configuration-là, un sport qui se développe comme le judo ne peut pas se développer tant qu'on n'a pas une sorte de triptyque, à savoir une fédération qui travaille, des gens qui travaillent au ministère pour nous et des gens qui travaillent au CNOSC pour nous. Il faut à chaque fois qu'il y ait ce triptyque-là pour que les planètes s'alignent et que des opportunités se créent. Que ce soit des bourses qu'on donne pour des judokas au niveau olympique et ces bourses se décident au CNOSC, que ce soit les voyages qu'on facilite en passant par la DCHEN et toutes les directions au ministère qui ont la vocation de décider qui voyage et qui ne voyage pas. Et il faut aussi qu'on ait une fédération qui travaille suffisamment bien pour harmoniser le travail des deux autres filières. Donc, les hommages que tu donnes, c'est vraiment, c'est pile poil ça, parce que ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas toutes ces personnes qui travaillent dans ces différents endroits. Mais du coup, vous avez rêvé le judo en 1994 avec parce que je crois que c'est aussi la période de l'année dorée avec la génération Ejente, la tienne, la génération Dona Batang. Ça va jusqu'en 2004,
parce que jusqu'en 2004, jusqu'au titre de Bernard Toga, on a une sorte d'embellie. Et puis après, on retombe dans le creux, on retombe dans une sorte d'anonymat. Bien sûr, on a quelques titres, mais on a comme l'impression que la patte est retombée, que la progression qu'on voyait qui était amorcée, la progression s'arrête et le Cameroun rentre un peu dans le rang. Quel est ton feeling? Tu es un observateur qui a été à la fois à l'intérieur, qui est un protagoniste majeur. Quel est ton profil? Quel est ton feeling sur qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que la patte est retombée? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on n'a pas entretenu la dynamique que vous avez mise en place? Moi, je pense que les rôles sont pas mal partagés. Si je commence avec la fédération, je ne sais pas. À notre époque, on essayait de faire la vulgarisation du judo. C'est-à-dire qu'on organisait les compétitions, que ce soit à Kribi, à Tchang, à Bolova, à Garoua, partout, à Douala. Et ça arrivait des gens, ce qui fait qu'il y avait l'engouement. Le club à bout de Garoua, il y avait plein de monde. Le club universitaire de Tchang, c'était des gars vraiment aguerris. Ça créait comme une sorte de rivalité. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde qui participait à des compétitions. Tu avais des catégories comme les 71, 73 kilos à l'époque, tu avais 6 gars qui pouvaient tous être à l'équipe nationale, soit Tomba Moïse, Djente, Bikoya, Epeme, Amougou. C'est-à-dire ils auraient tous pu être à l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse rivalité. Il y avait beaucoup de monde. Et puis les gens adhéraient. Le fait qu'il y avait des rivalités, les gens adhéraient. Quand moi je me battais contre Simo, tous les gars de Mbok, Bidebake, Tambaché et autres venaient supporter Simo. Et moi de mon côté, les gars d'Astevet, de Madagascar et tout, Mwekele était derrière moi. C'est vrai qu'il y avait un engouement, il y avait la rivalité. Et cette rivalité permettait d'élever le judo. Hein, que ce soit quand les gars de Douala arrivaient, bien les gars de l'université de Tchang, les rivalités, le niveau augmentait. Et à un moment, j'ai eu comme l'impression que on s'est endormi un peu, on a laissé, il n'y avait plus trop de compétition. Je ne sais pas, est-ce que c'est faute de moyens, est-ce que c'est faute de, je ne sais pas. Et puis tout Juste un commentaire. En 2008, il n'y a pas eu de championnat du Cameroun. Ouais. On est peut-être le seul pays de l'histoire qui n'a pas organisé de championnat national sans être en guerre. Je ne sais pas quel autre pays a été comme nous. Voilà. Ça dit que les compétitions commençaient à disparaître, le monde commençait à laisser le judo. Déjà, même en 2001, je pense que j'ai juste fait une ou deux compétitions, notamment une à l'université de Douala, qui était ma dernière compétition au Cameroun. Quand moi, je suis champion d'Afrique et je reviens faire des jeux universitaires, les gens me faisaient la critique. Ah non, c'est pas normal. Tu as atteint un niveau, tu ne devrais plus faire les jeux universitaires. Et moi, je disais aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Je dois préparer des compétitions internationales. Il n'y a pas de compétition. Donc, tout ce que je vois, je saisis. Peu importe la petite compétition, parce qu'il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare. C'est vrai que j'aurais pu me passer les jeux universitaires en me disant, écoute, là, je suis champion d'Afrique, je n'ai pas besoin d'être champion universitaire au Cameroun. Mais quand il n'y a pas de compétition, qu'est-ce qu'on fait? La moindre compétition qui se présente, il faut au moins juger son état de forme et tout. Donc, c'est malheureusement ce qui est arrivé. Les compétitions commençaient à disparaître, les gens commençaient à se détourner du judo. Il n'y avait plus de rivalité. Il n'y avait plus... Bon. Moi, je pense que ça, c'est du côté de la fédération. Du côté des athlètes, bon, les gens n'étaient plus très... Les gens faisaient le judo. Il y en a qui venaient juste parce qu'il faut être champion. Nous, on faisait d'abord le judo par amour, parce qu'on aimait, qui venait pas... Ce n'était pas écrit sur quelqu'un quand il est né qu'il va être champion, non, tu venais par amour, et puis au fur et à mesure, tu te découvres peut-être des talents et puis des capacités d'être champion. Moi, on le faisait d'abord par amour pour le sport. Par amour pour le sport. Et puis, je pense qu'on a pu des dirigeants qui avaient de la vision, comme M. Temken qui a implanté carrément le judo féminin au Cameroun. Il a commencé à manquer ce type-là. Maintenant, du côté des entraîneurs aussi, j'ai
j'ai fait une expérience très douloureuse. C'est que je suis arrivé au Cameroun, et ça c'est récent, en 2020. Je suis allé voir Lionel Toussé. J'ai dit, oh, je voudrais assister à un entraînement à Douala. Il m'a amené dans un club, je ne sais plus dans quel club. Je me suis assis dans la salle. J'ai regardé l'entraînement pendant 15 minutes. J'ai regardé Lionel. Il dit à Lionel, moi je ne peux pas rester ici. Parce que ce n'est pas du judo, ça. Ça, c'est des affaires qui vont causer des morts ici, qui vont entraîner des morts personnes. Les gens auront des accidents ici. Là. Et ça, ce n'est pas du judo. Et je pense que le monsieur qui entraînait lui aussi, quand il m'a vu, il a sursauté et je pense qu'il a encore commencé à paniquer plus en se disant que oh, voilà quelqu'un qui connaît du judo qui est assis là. J'ai dit à Lionel, bon, moi je ne peux pas rester ici parce que ça c'est quelqu'un qui met des enfants en danger. On est sorti, on est parti. Moi je dis le niveau des entraîneurs aussi, il faut faire très attention. Et je pense que la Fédé devrait se saisir de ça avec des stages de recyclage et tout. Et pas seulement technique, là, mais même pédagogique, parce que l'enseignement aussi, il faut savoir transmettre. Il ne faut pas juste connaître, avoir la technique et tout, là, mais il faut savoir transmettre cette technique. Et je pense que là, la Fédé devrait regarder côté des encadreurs techniques ce qui se fait. Je ne sais pas s'ils le font, mais je pense que c'est un gros problème. Il y a eu des balbutiements dans ce sens-là. Il y a eu des initiatives. Il y a même une grosse initiative qui a commencé, je pense, en 2016-2017, peut-être un peu plus tôt, avec le programme que la FIGE avait lancé pour l'académie, dont Moussima, justement, est un ancien pensionnaire et qui a un peu propulsé sa carrière d'entraîneur international. Le Cameroun avait beaucoup propulsé beaucoup d'enfants, beaucoup d'entraîneurs, proposé. Je crois que le Cameroun, à une période, a été le pays qui a fourni le plus d'entraîneurs dans ce programme-là. Mais pour être franc avec toi, ça ne se ressent pas sur le terrain parce que la quasi-totalité de ceux qui ont fait le programme ne sont pas des entraîneurs. Pas partis, mais ce n'est pas des gens qui travaillent au quotidien, ce n'est pas des gens qui sont justement encadreurs de club, c'est généralement des gens qui sont au quartier, qui ont fait l'académie, qui sont rentrés, ils sont restés au quartier. Et donc, on se retrouve avec justement un système qui ne s'est pas bonifié grâce à l'académie. En interne, il y a eu des initiatives, mais la fédération n'est jamais allée vraiment au bout de ce projet-là. Donc, c'était vraiment le commentaire par rapport à ça. Je te laisse continuer. Donc, donc c'est ça. Au niveau de l'encadrement technique, là, je pense que la FED devrait saisir cette opportunité qu'on a formé, la FIGE a formé des gens. Il ne faudrait pas qu'on laisse tomber ces gens-là. Il faudrait solliciter l'aide de ces gens. Ils ont beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas eux qui vont toujours courir vers la FED, mais si la FED, je pense que si la FED fait un clin d'œil pour dire, écoutez, vous avez des compétences, venez aider le pays, là, je pense qu'il n'y a personne qui va refuser. Je pense qu'il n'y a personne qui va refuser. Donc, comme pour dire, il y a beaucoup de choses qui sont passées, qui ont fait que le judo perd un peu de son lustre, quoi. Qui perd un peu de son lustre. Parce qu'avant, quand on allait en compétition, sur 7 gars, tu avais au moins 4 médaillés. Si moi, dans mon équipe, tu avais Cameroun qui était médaillé, Charles Matapon qui était médaillé, moi, Baudé. C'est-à-dire que tu avais Bernard. C'est-à-dire que tu étais sûr d'avoir les gars. Maintenant, là, tu as une personne qui sort du lot, une ou deux personnes, c'est pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. On n'est pas constant. Ça ne va pas tout compter sur des générations spontanées. Il faut que ce soit un travail de fond. Et qu'ensemble, on s'élève, quoi. On s'élève ensemble. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et que il faut que les gens se disent qu'ils ont un héritage à préserver. Il y a des gens qui ont bataillé fort pour ça. Et quand on représente le Cameroun, c'est une image qu'il faut défendre parce que les autres, quand ils nous voient arriver, là, ils se disent qu'il y a de l'adversité. Et ils sont prêts. Et si nous, on n'est pas préparés en conséquence, là, on a un héritage à préserver.
un nom à défendre, et puis pour moi, c'est ça. C'est vrai, parce que finalement, si on s'amuse, on risque de faire la même traversée du désert que celle de 85 à 94. Ouais. Et peut-être même qu'on est déjà en train de la faire. Parce que, honnêtement, Bala Vanessa qui a approché le judoji en 2020, 2020, 2021, puisque les Jeux Olympiques se sont finalement déroulés en 2021, Ouais. elle a été pendant longtemps l'arbre qui cache la forêt. Avant son avènement, après le départ de Franck Moussima, le judo masculin, par exemple, a eu beaucoup de soucis. On a eu de temps en temps des épiphénomènes, mais l'or chez les garçons est devenu de plus en plus rare. C'est devenu une anormalité, alors que c'était quelque chose qui était comme acquis. Et ça, c'était grâce à vous. Et chez les filles, Vanessa a caché la misère, mais en réalité, en dehors de Vanessa, l'or était devenu un métal extrêmement rare, vraiment beaucoup plus rare que le tungstène et même que le diamant. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu penses est-ce que tu as des initiatives, des choses que tu fais ou auxquelles tu participes qui vont dans ce sens-là, qui vont dans le sens de donner des solutions ou participer à l'action pour que justement l'héritage que vous avez laissé puisse être entretenu et pourquoi pas même modifié? Moi, je pense que quand on parle de fédération, on parle de fédérer. Et la fédération devrait se tourner vers toutes ses ressources intérieures comme extérieures, c'est-à-dire pour que chacun essaie d'apporter du sien et dans la construction de cet édifice-là. Donc, quand on regarde déjà au Cameroun, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de choses qui permettent d'avoir des résultats, c'est-à-dire des clubs. On devrait avoir des clubs partout. On devrait avoir des clubs fonctionnels partout. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas concentrer toutes les forces en un seul point, tous les meilleurs athlètes dans un seul point, parce que là, ça tue la rivalité. Là, ça tue la rivalité. Si un club gagne tout le temps, ça ne sert à rien. Soit tout le monde va venir vers ce club-là, soit les gens vont dire que ça ne sert à rien de faire la compétition. Nous, à l'époque, là, on a eu ce phénomène-là, mais qu'on a cassé. Le phénomène du samouraï. Samouraï avait 3 équipes, samouraï kamika, samouraï ténéri, samouraï scolaire. Et au championnat national, les 3 équipes étaient toujours sur le podium. Et puis, les autres dirigeants ont sonné la charge en disant non, ça ne peut pas continuer comme ça. Là. Bon, à l'époque, quand je commençais, on était Yuk qui est devenu le Anka. On s'est dit non, il n'est pas question. Ils ne peuvent pas gagner. Et c'est là les clubs ont commencé à relever le défi de partout. C'est-à-dire les forces étaient assez équilibrées. Tu avais vraiment de vraies compétitions. Mais si tout le monde se retrouve dans un même club, il n'y aura pas de rivalité et c'est le niveau qui va baisser. Ça, c'est déjà un point. Et comme j'ai dit, fédérer, c'est-à-dire maintenant, là, les ressources extérieures, que la Fédé se dise, écoute, là, on a des gens à l'extérieur. Bon. Si moi, par exemple, là, peut-être, je n'avais pas beaucoup de temps, de par mon métier, qui est le métier des armes ici. S'il n'y avait pas beaucoup de temps, bon, il y a beaucoup de ressources. Il y a Franck Moussima qui est quasiment un expert, que la Fédération canadienne doit capter. En se disant, non, on ne va pas laisser cette opportunité. Là, voilà, quelqu'un qui a des compétences, on ne va pas le lâcher. Et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent apporter du leur, mais il faudrait que la Fédé trouve un moyen d'être en communion avec ces personnes-là. D'être en communion avec ces personnes. Mais si les gens se découragent, je pense que la Fédé devait... Parce que souvent, je suis des débats, là, j'interviens jamais parce que pour moi, quand c'est pas constructif, là, je ne m'approche pas. Souvent, je vois des échanges sur le judo camerounais où les gens s'invectivent et tout. Moi, je dis, tout ça, ça mène à quoi? Ça ne mène nulle part.
Et je pense que la Fédé devrait trouver un moyen de fédérer toutes ces énergies-là, de ramener tous ces gens-là vers un projet commun. Vers un projet commun. Et moi, je pense que le président de la Fédé actuellement, il fait beaucoup de choses, il fait de très bonnes choses, mais il peut faire beaucoup plus encore. Mais pour ça, il ne faudra pas exclure certaines personnes. Il doit ramener tout le monde. Et qu'on se dise que non, nous sommes tous de passage. Il n'y a personne qui est éternel. Chacun apporte sa contribution à l'édifice et puis bon, voilà. Un jour, ça va être les autres. Donc pour moi c'est un peu ça. Moi, généralement, quand je regarde souvent ce qui se passe, là, je dis, je ne vais jamais approcher ces genres de milieu-là. Parce que moi, quand ce n'est pas constructif, là, je jamais pour rien. Non, moi, je viendrai. Je viendrai quand c'est pas... Quand les gens... Parce qu'on a quand même un code moral du judo. Et moi, j'ai axé toute ma vie sur ça. Tout geste que je pose, là, doit être en conformité avec le code moral du judo. Ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste quelque chose qui est écrit, là. Il faut le mettre en application. Le judo, c'est une école de vie. C'est une école de vie. Quand on décide d'adhérer dedans, bon. Moi personnellement, j'ai adhéré complètement au code moral du judo. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ça veut dire que toi, toutes les dernières administrations fédérales ne t'ont jamais contacté pour te dire bonjour Serge, tu as de l'expérience, tu as du vécu. Aujourd'hui, tu es même un biculturel ou un triculturel, donc tu es quelqu'un qui a une vision du monde qui est beaucoup plus large que beaucoup d'entre nous. Est-ce que tu peux nous apporter un peu de ton savoir-faire, un peu de tes conseils? Tu n'as jamais eu ce genre d'approche-là? En tout cas, personne ne m'a jamais approché. En tout cas, j'ai eu l'impression que si les gens pouvaient même m'effacer des tablettes, là, ils n'allaient pas hésiter à le faire. Ouais, bon, voilà. Parce que c'est incroyable. C'est clair que si on a un judo qui ne construit pas en se servant de ses forces vives, clairement, on va régresser. C'est mécanique. Et aujourd'hui, quand on regarde ceux qui vont tourner le judo au Cameroun, on se rend compte assez rapidement que la plupart des forces vives, de ceux qui ont entretenu l'histoire du judo, entretenu la légende du judo, finalement ne font pas partie de ce judo-là. Ce n'est pas une règle absolue, il y a des exceptions, il y a des gens comme Gente qui sont là. Il y a même Moussima qui a été entraîneur national et qui avait mis fin à son contrat de lui-même. On a quelques personnes qui sont là ou qui ont été là, mais ce n'est pas la règle, c'est plus l'exception qu'autre chose. Mais quand on regarde les autres fédérations qui se développent et qui font quand même des choses beaucoup plus intéressantes que nous, on se rend compte que c'est plutôt ça la règle. La règle, c'est plutôt d'embarquer ceux qui ont construit l'histoire. Comme au football, il dit des anciennes gloires et autres. Exactement. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose qui doit être fait. J'espère que notre émission va permettre à la fédération de t'écouter, de savoir qu'il y a quand même des opportunités. Il y a des niches où on peut se développer, où on peut faire des choses de façon plus intéressante. Mais en parlant justement de ces forces vives-là, il y a beaucoup de gens de ta génération comment dire, chez les militaires de ta classe, donc des gens qui ont plus ou moins brillé au même moment que toi, qui sont partis. Je pense à Bernard qui est décédé en 2020, décembre 2020. Je pense à Angélé Francis qui est décédé quelques années plus tôt. Comment était votre relation à cette époque-là? Vous n'étiez pas toujours dans la même catégorie, mais vous étiez un peu comme ceux qui reviennent le judo après une bonne période de léthargie. Et comment est-ce que tu vis leur départ? Comment ça se passe de ton côté? Je suis très content que tu me poses cette question-là parce que c'est un point qui généralement me tient à cœur, souvent. C'est les relations au sein de l'équipe, comment est-ce qu'on fonctionnait. Et ça fait une des choses qui faisait notre force comme équipe. C'était qu'on fonctionnait comme une famille. Au-delà des rivalités qu'il y avait entre les clubs, mais nous, comme athlètes, nous formions une véritable famille. Ce qui fait que
On a conservé ces relations-là jusqu'à aujourd'hui. Quand je passe par la France, quand un tapon, qui n'était pas du même club que moi, après que je suis en France, là, il exige, il ne demande pas mon avis, il exige que c'est chez lui que je dorme. C'est-à-dire, tu vois un peu le type de relation que qu'on a eu. On n'était pas du même club, nos clubs étaient d'une rivalité sans pareil, mais nos relations comme athlètes, quand on se retrouvait chez TNT International pour manger, partager le plat de coq le samedi, il n'y avait pas de que tu es de tel club, de tel club. C'est-à-dire que nous, on avait bâti des relations. Je te rassure que c'est resté une tradition chez lui. J'ai mangé le coq chez TNT. Voilà, voilà. C'est-à-dire que pour voir un peu comment nous on avait bâti, c'est-à-dire qu'on était une famille, c'est-à-dire que non, on se souciait les uns des autres, parce qu'il fallait qu'on avance ensemble. Il fallait qu'on avance ensemble et que tout le monde performe, que tout le monde réussisse, et que tout le monde, quand tu as des difficultés dans la vie, les autres soient présents. Les autres soient présents. Moi, quand il m'arrivait de passer à Etambafia, je m'arrêtais chez Simo, il me donnait un jus parce que je ne buvais pas la bière, il me donnait un jus dans son bar. Et quand tout le monde connaît la rivalité qu'il y avait entre Simo et moi, si tu disais ça à quelqu'un, personne n'allait croire. C'était une rivalité à mort sur le tatami. Moi, je suis surpris. Mais quand j'avais passé à Etambafia, Assim m'appelait petit frère. J'allais chez lui, là. Tout ça, là, son bar, il avait son appartement en arrière. Et puis, là, j'allais là-bas et puis on causait, on parlait d'autres choses et tout. Et tout ça, je m'arrêtais chez Atapon. Je m'arrêtais chez Bongo parce que c'était tous la même rue. Et ça dit, nos relations, on était vraiment une relation, c'était vraiment une famille, quoi. C'était vraiment une famille. Et comme je disais, ça a permis qu'aujourd'hui, là, on a continué à conserver ces relations-là. Et c'est tout le mal que je peux souhaiter aux jeunes générations d'avoir ce type de relations, de proximité, où les gens se font confiance, où les gens se respectent, où les gens s'entraident. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Donc, j'étais quand même content que tu soulignes ce point-là, comment est-ce qu'on fonctionnait comme équipe. Et les autres étaient souvent surpris de nous voir quand on arrive en compétition, là. On est sur le tatami, on s'échauffe, et puis tu vois les gars, Bernard, Cameroun, sont sur moi, là. Ils se battent contre moi dans un sabbat de randonnée. Ils sont 3 sur moi, là, on s'amusait comme des enfants, et puis les autres étaient surpris. On est en compétition, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi relax et relâchés et tout? Bon, c'était notre réalité à nous. Donc, c'est un peu ça, quoi. Tu sais, ce sont de belles histoires. Et par exemple, le départ de Bernard, ça a été pour beaucoup d'entre nous un coup dur. C'était tellement brutal. Comment tu as appris ça? Comment tu as géré ça? Est-ce que tu as pu faire un tour en France avant que sa dépouille ne revienne au pays, ou est-ce que tu es venu au pays? Comment ça s'est passé? Ça m'a fait un choc. Un choc parce que quand j'ai reçu la nouvelle le matin, je partais prendre ma douche. J'ai ouvert mon téléphone, parce que je regarde sur mon téléphone avant. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai refermé mon téléphone, j'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai pris ma douche. Quand je suis ressorti là je regarde, je me dis, j'ai appelé le feu Wandi par son âme. J'ai appelé Wandi. J'ai dit, est-ce que tu as eu la nouvelle? Lui-même me dit que non, il a failli s'écrouler quand il a eu la nouvelle. Et quelques mois avant, j'étais avec Bernard, je suis passé à Paris. Il est mort en décembre, mais au mois de février, j'étais passé j'étais passé au tournoi de Paris. Et puis Bernard, on est sortis ensemble, on est allé au restaurant. Bernard, Mathieu, moi, on était restés, on a passé quasiment toute la nuit ensemble avant qu'il me redépose à mon hôtel. Donc, Bernard était pour moi comme un petit frère. Et c'est Mathieu qui peut mieux témoigner ça. Quand j'arrivais en France, Bernard était comme un petit gamin, il sautait sur moi, il était tellement content de me voir que ça m'a fait un terrible choc. Comme j'ai dit, le plus important quand c'est arrivé, c'était maintenant là qu'on puisse le ramener dans la dignité au pays. Dans la dignité au pays. Et de ce côté-là, le comité d'organisation qui avait été mis sur pied en France pour aider, dont notamment Isaac Dimin-Pia, qui est président de la Fédération de lutte, qui présidait ce comité, on a fait appel à moi. Et je pense que j'ai été celui qui a le plus participé financièrement pour que
on puisse retourner son corps dans la dignité au pays. Donc, c'est un peu ça. Hein. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Comme on dit, parfois, les meilleurs nous quittent plus tôt. C'est un peu ce qui est arrivé. Bernard, c'était quelqu'un de très attachant. C'était quelqu'un de très attachant. C'était quelqu'un d'affable. C'est quelqu'un sur qui on pouvait compter. C'est quelqu'un qui... Et c'était très malheureux ce qui est arrivé. Mais bon, comme on dit, on remet tout entre les mains de Dieu. Quoi. Vraiment, je peux le confirmer. Je l'ai rencontré moi-même, pas la première fois, mais on a été comme coéquipiers en 2010 au championnat d'Afrique qui avait lieu au Cameroun. Il était revenu participer. J'étais aussi un peu intimidé parce que, bon, c'était le grand frère. Je dois faire une confidence. Bernard, c'est celui qui m'a vendu le rêve olympique. Ouais. Parce que j'ai commencé le judo en 99 et je le faisais plus pour... J'étais très hyperactif, tout ça. Donc, j'essayais de canaliser mon énergie. C'était bien pour mes parents parce que je cassais à peu près tout à la maison. J'étais tout le temps dans des affaires bizarres. Et jusqu'en 2003, jusqu'en 2004 même, je le pratique vraiment comme ça, pour le fun. Mais j'ai vu Bernard aux Jeux Olympiques. J'ai vu Bernard à Athènes. J'ai vu Bernard faire des choses. Je pense qu'il était contre un Kirghiz ou un Ouzbek. C'était extrêmement explosif. Il faisait des soumis, il faisait des... Je vais comme, tu vois, en psychologie, on parle souvent le complexe de Stendhal. Donc, quand tu vois quelque chose, voilà, quand tu vois une œuvre d'art et puis tu as un choc et ça te marque. J'ai eu ce choc-là et j'ai dit, il faut que j'aille aux Jeux Olympiques. Tu vois, c'est là que mon rêve olympique est né à Athènes en regardant Bernard. C'est pas, je connaissais pas les Jeux Olympiques en tant que tel. J'ai découvert ça quand je regardais les combats de Bernard. Et donc, je peux dire qu'il a été comme l'initiateur de la deuxième phase de ma vie en judo, dans la phase de compétition, parce qu'avant c'était uniquement du loisir. Ma vraie phase de compétition, ça a été lui. Et donc, quand on s'est revus 6 ans plus tard, à Bastos, à Yaoundé, on était en stage à l'hôtel. J'étais un peu intimidé, mais il était très sympa, comme tu disais, très affable. Il m'a mis à l'aise. Et puis le lendemain, on a commencé à faire les footings ensemble. C'était vraiment intéressant. Je pense que j'ai pu parler avec Otto, avec Mathieu, le jour où on a appris qu'il était parti. C'était vraiment très difficile. Et bon, on a pu l'enterrer dans la dignité, comme tu as dit. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est aussi quelque chose qui me fait me demander, est-ce qu'aujourd'hui, notre communauté judo, est-ce qu'on sait célébrer nos héros morts? Est-ce qu'on sait? Parce qu'on a un tournoi qui se déroule chaque année en début d'année à Edea qui s'appelle Hommage aux défunts. C'est une excellente initiative. Je tiens à lever mon chapeau à la Fédé parce que c'est une initiative, je pense, depuis 2014-2015. On en parle dans l'épisode précédent avec Joe. Mais la question, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'on peut faire mieux? Parce que finalement, notre histoire, c'est une histoire d'hommes qui se sont rencontrés. C'est une histoire d'événements qui se sont déroulés, de rencontres. Et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la mémoire qu'on a vis-à-vis de ça? Parce qu'on a de grandes personnes qui nous ont précédés. Les maîtres Tchogi, les maîtres Toga, les Bernard, les Nguéli Françoise est toujours là, les Nguéli Francis. Donc on a toutes ces personnes-là qui ont fait notre histoire, mais dont on doit se souvenir de la bonne façon et dont on doit assurer la transmission du flambeau. Mais est-ce qu'aujourd'hui on s'y prend de la bonne façon? Sinon, est-ce que tu as des idées de comment on s'y prendrait? Bon, je pense aussi que c'était une idée qui courait depuis des années chez beaucoup de personnes. Mais la Fédé l'a mis en pratique, mais je pense qu'ils ont été un peu vite en besogne parce que je pense que ça devait être quelque chose de grandiose.
Parce que nous, depuis comme tout jeune, quand on commençait le judo, on connaissait un peu l'histoire du judo, c'est-à-dire on savait que non, c'est Maître Pout qui était le premier Camerounais dans le judo. Il ne fallait jamais oublier. On a eu des maîtres comme Maître Zing Laza, Maître Papa Ndoumbe, Maître Papa Ndoumbe, Maître Lobé, Maître Abolo, Maître Tchungi. Ça dit qu'il fallait toujours avoir en présence que non, il y a des gens qui sont passés avant nous, qui ont commencé à bâtir cet édifice-là. Bon, mais maintenant, j'ai l'impression que les jeunes, ceux d'aujourd'hui, là, si je te parle même de notre génération, la mienne, il y a beaucoup qui ne connaissent pas grand monde. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas grand monde. Alors qu'ils devraient connaître notre génération, ils devraient connaître et remonter plus loin jusqu'à celle de Maître Pout, qui était le premier, et Maître Tchungi, Maître Akono, Maître Asiga. Ils sont nombreux. Et moi, je pense qu'on aurait dû les célébrer en radio dans le genre d'une grande nuit des arts martiaux. C'est-à-dire où on concentre les moyens pour faire quelque chose de grandiose, quelque chose de remarquable, quelque chose qui va marquer les esprits. Quelque chose qui va marquer les esprits. Quand tu dis d'abord Edea, Ezekao Edea, je ne vois pas. Edea, ouais. Il y aura peut-être des judokas, beaucoup de judokas. Mais si tu le fais à Douala ou à Yaoundé, il n'y aura pas que les judokas. Il y aura un public parce que le public judo, on s'entend que c'est à Douala que tu auras beaucoup de monde qui viendra assister, ou bien à Yaoundé, il y aura beaucoup de monde qui viendra assister. Donc pour moi, là, je pense qu'ils auraient peut-être mieux mûri l'idée, trouver plus de ressources, concentrer les ressources et faire quelque chose de vraiment grandiose et de mobiliser les gens. Parce que c'est quelque chose qui devrait toucher même les gens de la diaspora. Ça devait rassembler tout le gratin du judo. Parce que mine de rien, ils ont beaucoup de force vive. Ouais, ils ont beaucoup contribué, ces gens-là. Beaucoup. On ne met jamais l'accent sur ça. On a même tendance à les oublier. On dirait qu'on veut les envoyer aux oubliettes. Et je pense que c'est un peu dommage. Parce que dans tous les cas, nous, tout ça, on va passer. Il y aura des générations qui viendront. Et il y a un héritage qu'il faut préserver. Donc, pour moi, là, je ne sais pas, c'est une bonne initiative, mais qui demandait à être encore plus réfléchi, plus ce que tu veux, quoi. Je pense pareil. Et aujourd'hui, on a parlé du passé, on a parlé du présent, et à l'avenir, c'est quoi tes plans? Mes plans, c'est bien sûr comme tout bon Africain qui compte bien retourner chez lui. Je compte bien aller m'établir un jour et ouvrir mon club de judo, mais hors de Yaoundé ou de Douala. Parce que pour moi, là, c'est toujours important d'élargir le bassin. Pour moi, c'est très important d'élargir le bassin. Donc, ça ne sera ni à Yaoundé ni à Douala, mais dans une petite ville de province. Soit Bertois, soit Bolova, soit Kribi. Parce que c'est des endroits où j'ai un peu de ressources et au niveau des domaines, quoi. Pour ne pas dire des terrains, quoi. On avait compris. Et donc, si tu avais un message pour nos jeunes judokas, pour ceux judokas qui viennent commencer, qui est ceinture blanche, qui se dit, je veux être comme Serge, je veux être un héros, je veux tout gagner, je veux casser la baraque, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que c'est une erreur de penser comme ça, là. Tu viens au judo, fais du judo parce que tu aimes le judo. Fais le judo parce que tu veux le faire. Ne viens pas au judo pour être champion parce que tu n'auras pas 1000 champions dans le pays. Fais-le là-bas parce que tu aimes. Et découvre-toi tes potentialités. Tout le monde ne peut pas être champion, mais tout le monde ne peut pas être un grand entraîneur. Un grand champion peut parfois ne pas être un bon entraîneur. Donc, il y a beaucoup d'options, mais il faut d'abord le faire parce qu'on aime. Il faut le faire parce qu'on aime. Parce que, comme je disais, le judo, c'est une école.
Ça va vous apporter beaucoup d'autres valeurs que vous ne soupçonnez même pas. Donc, en gros, c'est ça, je dirais à un jeune, fais le judo parce que tu l'aimes. C'est ça. Et ce sera le mot de fin. Merci beaucoup, Serge. Merci de ta présence, de ton affabilité, d'être là, de tes performances, parce que tu as créé le rêve chez beaucoup d'entre nous. Et bonne chance pour la suite. Merci Alexis. J'espère que le message va passer auprès de beaucoup de jeunes et que l'initiative que tu as engagée, qu'elle va se poursuivre et que plein de monde vont adhérer. Merci à toi. Merci. C'était l'épisode 2 de Randori avec Alexis. Aujourd'hui, j'étais en randonnée avec Serge Abolo, immense champion camerounais. Et j'espère que vous allez aimer son histoire. Au revoir.